Le Pitch Club d'Alexis Le Rossignol. Nouvel épisode avec Alexis Le Rossignol. Donc le Pitch Club, Mousse, c'est... Alors bonjour Alexis, le Pitch Club c'est le podcast qui donne la parole aux raconteurs de bonnes histoires. Eh ben salut à vous. Bienvenue. Enchanté. Merci d'être avec nous ce soir ou ce matin pour ceux qui nous écoutent, ou ce midi, je sais pas. Ou le soir. Pour discuter un peu de ta carrière, tes influences, tes coups de gueule si tu veux en faire. Et on va commencer directement avec ton actualité. Donc c'est ton spectacle Point Virgule. Ouais. Alors ce qui est marrant dans ton spectacle, c'est que, enfin même pour avoir discuté après ton spectacle, c'est que tu dis que tu n'aimes pas avoir 2 fois de suite le même spectacle. Alors pourquoi ce choix? C'est pas un choix en fait, c'est plutôt une adaptation au fait que je joue 4 fois mon spectacle dans la semaine. Et si je joue tous les jours la même chose, eh ben je crois que je perds en fraîcheur, en spontanéité et aussi en envie quoi. Parce que si j'ai pas un petit défi en début de spectacle qui consiste à faire un truc que j'ai jamais fait ou tenter une autre approche ou changer l'ordre des choses dans le spectacle, j'ai l'impression que je vais passer une soirée un peu pour rien quoi. Donc c'est pas, enfin ça peut être une forme d'égoïsme vis-à-vis du public, mais je pense que c'est aussi bien pour le public, c'est-à-dire que non pas que je cherche à ce qu'ils reviennent 2 fois au spectacle, simplement je pense que j'ai envie qu'ils vivent une expérience, si tu veux, dans laquelle l'erreur est acceptée et on se marre ensemble de ça. J'essaie de faire des interactions, etc., parce que je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Je sens que les gens les aiment aussi, les attendent. J'en mets un peu sur YouTube, etc. Et puis de créer une ambiance, en fait, une ambiance dans laquelle il y a un échange, parce que c'est une salle qui est hyper propice à ça. Comme elle est petite, et qu'on est proche du public en tant qu'humoriste et que à l'inverse le public est très proche de nous, eh ben il peut y avoir des choses parce que quand quelqu'un prend la parole et vous l'avez vu pendant le spectacle, tout le monde l'entend. C'est pas comme une grande salle dans laquelle si quelqu'un dit quelque chose, les gens de derrière vont pas entendre et ce sera compliqué d'interagir. Là, c'est tellement propice à ça que moi je m'en amuse. Et si demain je passe dans une plus grosse salle, eh ben je ferai sans doute moins ça parce qu'évidemment la salle sera plus grosse et je pourrais pas me le permettre. Donc toi tu envisagerais essentiellement des petites salles ou le fait... Non, il faut pour garder cette fraîcheur à chaque fois. Il faut suivre la marge des choses et puis ça fait presque 2 ans que je joue au Point Virgule maintenant. J'avais commencé par 1 fois par semaine, puis 2, puis 3, puis là en ce moment 4. Il y a une progression en fait, donc la logique voudrait que je passe dans une plus grosse salle et jouer un peu moins souvent en fait, parce qu'en fait c'est lourd quand même 4 jours par semaine. Quand t'arrives le dimanche, il y a une certaine voilà. Parce que je vois un petit rapport avec la musique, le rock, le jazz. Quand tu parles avec des rockers et des jazzeux, ils adorent les petites salles. Ils adorent. Ils font les grosses salles parce que c'est le business, c'est important. Mais là où ils prennent vraiment leur pied, c'est les petites salles. Parce que comme t'as dit, c'est jamais le même concert. Il y a toujours des trucs qui se passent, il y a toujours des retours. Toi, tu envisages ton métier un peu comme ça, comme un peu un rocker, un mec sur scène qui envoie? En fait, je pense que c'est hyper subjectif parce que quand un rocker va te dire j'aime les petites salles, peut-être qu'il parle de l'Olympia. Si c'est les Rolling Stones qui te disent je préfère une petite salle plutôt qu'un stade, alors que pour moi l'Olympia ce serait une énorme salle si tu veux. Donc quand je parle de passer à une plus grosse salle, on parle d'une salle de 200 places qui reste une petite salle, tu vois. D'accord. Donc les choses vont se faire petit à petit. Je sais pas où est-ce que ça nous mènera, et je crois que je m'en fous un peu en fait parce que le plaisir que je prends sur scène, je pense qu'il est pas forcément lié uniquement à la salle quoi. Il est lié. Et le public là-dedans, très important. Il est lié à ça quoi. Enfin, Puis c'est vrai qu'il y a aussi certains chanteurs, tu demandes comment ils font toute leur carrière pour chanter les mêmes chansons. Enfin, tu vois, quelqu'un comme Aznavour qui c'est incroyable. Qui a dû faire ses classiques 1 milliard de fois, et puis t'as l'impression qu'en fait quand il les chante sur scène, il fait un truc qui a rien à voir. Que c'est toujours la première fois. C'est toujours la première fois, mais lui il essaie justement d'apporter une nouvelle touche à sa chanson. Donc c'est incroyable. C'est un peu ça que tu vises aussi. Alors dans le cas de Aznavour, bon, il a des belles chansons en l'occurrence. Dans le cas de Brel aussi, dans le cas de ceux mais quand tu t'appelles Patrick Hernandez par contre, ta chanson c'est un tube des années 80 qui a assez mal vieilli et qui est devenu un peu une espèce de truc de fin de soirée kitsch. Ouais. Là, je me dis ça doit être dur quoi. Surtout qu'il a fait autre chose dans sa vie ce gars-là, mais on ne sait rien du tout de ce qu'il a fait à part ça quoi. Madonna était sa choriste ou danseuse. Ah ouais, elle était derrière au début. Info importante. Et faut préciser. Et du coup, j'ai même pas répondu à ta question. En fait. Non, en fait, c'est dire le fait de faire le parallèle avec les chanteurs qui peuvent refaire. Toi, par exemple, si c'était un sketch, on va dire, c'est que tu verrais faire un sketch toute ta carrière comme ça à chaque fois. Non. Tu pourrais pas. Non, franchement, ça se fait pas tellement dans l'humour aujourd'hui, dans le stand-up. Les gens, ils font un spectacle, ils l'enregistrent, ils le balancent, et puis derrière, ils reprennent pas.
je crois qu'il y a plutôt des chansonniers en fait, Oui. genre des gens comme Roland McDan, des gens comme Oui. ça qui vont, ou alors Robin ou Palmade ont fait ça l'année dernière, ils ont repris leur classique Ouais. parce que ça fait 30 ans, c'est une date anniversaire, ils remontent sur scène pour quelques représentations et voilà, ça peut-être, tu vois, mais moi j'ai pas la carrière de Robin ou Palmade, personne ne connaît un Oui. de mes sketchs comme les leurs sont connus quoi. Et justement, le côté imprévisible, c'est un peu, je sais pas si t'aimes bien Andy Kaufman. C'est un peu tes inspirations ou pas? Parce qu'il a un peu ça, ce côté genre imprévisible. Mais je sais même pas qui c'est. D'accord. L'humoriste Andy C'est- Kaufman, je sais pas si t'as vu le film Man on the Moon avec Non. Jim Carrey. Et en fait, Ah, il a- c'est son acolyte là. non, c'est c'est la- lui-même qui joue qui joue le rôle d'Andy Kaufman. En fait, et- c'est un Ok. humoriste qui est un peu performeur c'est ça. et qui a marqué son époque dans les années 70. Putain, 80. c'est horrible parce que en fait là vous êtes vraiment dans le Mais on coupera, t'inquiète. Ouais. Non, Non, c'est il y a, juste- pas besoin de couper, au contraire, je l'assume complètement, mais j'ai aucune connaissance d'humoriste américain, en fait. D'accord. Je connais Louis C.K. parce que tout le monde connaît Louis D'accord. C.K., je connais Jerry Seinfeld, je connais Steve Rock, je connais Steve Rock ou Chris Rock, tu vois. Enfin, j'en connais Dave Chappelle, j'en connais, allez, peut-être quand même 15, mais je parle mal anglais, en fait. Et j'ai pas j'aime pas lire les trucs. Si tu devais voir donc des comédiens à la télé ou sur un support, ce serait plutôt des comédiens d'avant qui sont décédés, comme des proches, Coluche, ou des gens d'aujourd'hui. Qui est-ce que tu regarderais absolument pour t'inspirer, pour travailler? Si on devait en choisir quelques-uns. Franchement, mais de tout, quoi. Après, en fait, moi, j'ai grandi avec les cassettes de Coluche dans la voiture de mon père. On écoutait ça parce qu'en fait, il aimait ça lui aussi, et on se poilait ensemble, et je pense pas que je cernais, en fait, j'ai cerné la dimension politique des sketchs de Coluche, année après année. On a dû écouter les cassettes pendant 10 ans. Et puis au début, je riais parce qu'il y avait des trucs qui étaient de l'ordre du comique de situation. Il y avait des choses qui étaient de l'ordre du jeu de mots qui me faisaient rire. Et puis après, j'ai compris la dimension profonde qu'il y avait quand il fait le CRS arabe, etc. Et en fait, la double lecture, quoi. Et c'est ce qui fait qu'il a marqué son temps. J'ai jamais autant accroché avec un autre humoriste de l'époque qu'avec Coluche. C'est-à-dire que par exemple, Desproges, j'ai assez peu écouté, quoi. Alors que les gens me disent ouais, t'as un côté un peu Desproges et tout dans certains sketchs, et c'est une référence, on va dire, qui est, je m'en réjouis, mais je sais pas pourquoi en fait, parce que c'est pas un humoriste que j'ai beaucoup écouté, quoi. Bah, tu peux assumer et dire j'aime pas des proches, hein, c'est pas. Bah, je l'ai dit une fois dans une chronique sur France Inter, Et alors? et j'ai reçu des retours, les gens ils disaient mais c'est vrai, t'aimes pas en fait ils ont jamais su si c'était du second degré ou du premier degré, Ouais. et en fait j'avais dit franchement des proches c'est ennuyeux, quoi. Ouais. Et je crois que je le pensais un petit peu, quoi. Après, il a une façon d'écrire qui est remarquable. Il y a plein de choses qui sont fortes, évidemment. Mais ça me touche moins que d'autres. J'aime beaucoup Eli Kaku, par exemple. Ouais. Ça, je trouve que Eli Kaku, il avait cette espèce enfin, la galerie de personnages était folle, quoi. Elle était hallucinante. Et puis il disait beaucoup de choses. Il incarnait ce qu'il jouait sur scène. Ouais. Enfin, moi, je voyais vraiment Madame Sarfati sur scène. Je voyais pas Eli Kaku en train de faire Madame Sarfati, tu vois. Ou le sketch du professeur. Ouais, quand il fait le professeur aussi. Et les voix qu'il prenait, etc. Ouais. Ça, on l'a un peu perdu actuellement, même s'il y en a qui font quand même des personnages. Puis après, j'aimais beaucoup. Enfin, franchement, je crois que j'ai grandi avec Les Inconnus et puis Elie et Dieudonné, le duo, quoi. Ouais. Et alors justement, tu parlais des chroniques, et c'est quoi la différence, toi, quand tu bosses pour une chronique ou quand tu fais un sketch sur scène? Parce qu'en ce moment, tu fais des chroniques actuellement. Avec l'émission de Nagui, De Ouais, Nagui. sur France Inter. sur France Inter, et alors, Ouais. comment toi t'abordes cette chronique? C'est un bon exercice pour toi, Bah ouais, c'est un exercice qui est génial, qui est à la fois hyper passionnant et anxiogène, parce que c'est-à-dire que en fait, quand on a carte blanche, on peut vraiment dire ce qu'on veut. Le papier, il est lu par le rédacteur en chef la veille, mais d'accord. mais il a pas il censure pas. Ouais. Il va éventuellement nous dire tiens, celle-là, je la comprends pas. Mais c'est très très rare. S'il m'a touché, enfin je sais pas, s'il m'a commenté 2 phrases par sketch en tout depuis le début, c'est le maximum, quoi. Parfois il me dit super, il y passe pas des heures non plus, et c'est bien, tu vois. J'ai pas l'impression d'avoir quelqu'un qui va saccager mon travail derrière. Au contraire, il sait comment je fais les vannes, et puis il connaît mon ton. En fait, il me l'a déjà dit, mais lui, il lit comme nous, on les dirait, tu sais, c'est comme si, par exemple, tu connais le ton de Paul Mirabel. Si tu reçois un texte qu'il a jamais dit, tu le verras quand même le dire. Oui. Et de la même manière, si tu reçois, un sketch de moi, ou de je sais pas qui, tu vas pouvoir adapter aussi. Bien sûr. Deviner la façon, parce il y a une musique que les gens ont. Après, écrire une chronique, c'est parfois hyper simple, parce que t'as une idée,
c'est un fait qui t'est arrivé, t'as juste à le raconter, c'est du pain béni et tu l'écris en 1 heure. Et parfois, moi, je sais que je m'embarque sur des trucs et je me dis, oh là là, putain, mais ça fait 5 heures que je suis dessus. En fait, je veux dire un truc, mais j'ai pas assez de temps pour bien le dire. Faut faire des coupes, mais en fait, ces coupes-là, eh ben, elles enlèvent le fond du truc. Et ça, c'est quand je vais sur des trucs un peu de société, etc., que j'ai un peu plus fait dans les premières années, dans les 2 premières saisons, parce que je savais pas vraiment où mettre le curseur de ce qu'était mon type de chronique à moi. Et parfois, je me disais, je suis sur France Inter, je dois faire un peu du politique, un peu de société. Et en fait, c'est pas le fond de mon truc, quoi. C'est pas le fond de mon humour. Et alors justement, le public France Inter, t'en parles dans ton spectacle. C'est quoi pour toi un public France Inter? Je pense que c'est un public extra large, en fait. Le public France Inter, il est alors oui, on va dire toujours les bobos parisiens ou les profs. Bah, c'est sans doute vrai. Mais à la fois, pas que. Il y a plein de gens qui sont de droite et qui écoutent France Inter. Il y a des gens qui... Parce qu'en fait, l'information, c'est sans doute la matinale qui est un peu ce qui fait venir les gens chez France Inter. Oui. Elle est, il y a toujours de bons invités. Les intervieweurs, on en pense qu'on veut, mais tu vois, ils rentrent quand même les questions sont plutôt bonnes en général, c'est cadré. Donc voilà, c'est comme si tu voulais avoir la primeur de l'information le matin, il faut écouter France Inter, tu vois, t'as souvent les meilleurs invités, etc., dans la matinale. Et puis après, le fait que t'aies écouté France Inter le matin, peut-être que ça conditionne ce que tu vas écouter ensuite. Tu restes. Les gens, ils se fidélisent via l'émission du matin, je pense. Radio France, ils traînent un peu ou tu fais ta chronique et tu Si je traîne un peu? Ouais, tu vas à la cantine, tout ça, non? Non, je rentre. Alors, il y a une émission qui se fait juste après moi. Et je suis toujours un peu frustré parce que c'est également une émission de la bande originale de Nagui. Parce qu'en fait, on en fait 2. Oui. Celle du vendredi. Bon, je devrais pas le dire, mais je le dis. Elle est pas en direct, en fait. Elle est pas en direct, elle est faite le jeudi matin à 9h. D'accord. Et celle du direct, elle a lieu à 11h le jeudi aussi. D'accord. Donc j'ai toujours une frustration à rentrer, alors qu'en fait, les autres restent. Nagui, Leïla, Morgane Cadignan maintenant, etc. Ils restent sur le plateau et j'en ai fait une la semaine dernière parce qu'il manquait de gens, donc je suis resté sur le plateau et ça m'a fait plaisir. Mais en fait, les 2 émissions s'enchaînent et moi, je rentre. Et puis l'horaire de 11h de France Inter, c'est connu. Hein. Il y a toujours eu des humoristes, des chroniques. Ça a toujours été un peu léger. Avant, il y avait Stéphane Bern à l'époque. C'est ça. Ouais. Il avait Guy Garlier qui faisait des trucs super ouf. Le Fou du Roi, je crois, c'est... Ouais, c'était le Fou du Roi avec Stéphane Bern. Ouais, ça a toujours été un horaire assez cool en fait. Les gens qui écoutent à cette heure-là, ils sont tranquilles, ils sont bien réveillés, et donc ils sont bien attentifs en fait aux chroniques. Et toi, au niveau du travail par rapport à l'écriture, tu fais en fonction de ça, de ceux qui vont écouter ou? Oh non, pas du tout. Mais franchement, je te mentirais si je te disais que j'étais insensible aux retours que j'ai après chaque chronique, qui sont en fait les commentaires qu'il y a sur YouTube. Tu vois. Donc je regarde, je lis un peu. Et en fait, je décèle avec le temps ce que les gens aiment bien chez moi, en fait. Parce que très souvent, les gens te disent, c'est quoi ton clown, c'est quoi ton personnage, c'est quoi ton style. Putain, c'est hyper dur de définir son style. On parle pas de mode vestimentaire, quoi. On parle et en fait, les gens vont déceler des choses chez moi que moi, j'aurais pas noté. Je serais pas capable de dire moi-même ce qui me définit, en fait. Et donc, certains vont dire que c'est la lenteur, c'est les silences, c'est l'absurde. Et en fait, j'essaye de voir un petit peu ce qui se dessine. Et puis peut-être que ça oriente mon écriture, mais inconsciemment, tu vois. Je me dis pas en début d'écriture d'une chronique, tiens, il faut que ce soit à la fois un peu lent, un peu malaisant, un peu absurde. Enfin, c'est pas un truc dans lequel tu mets des croix à la fin, quoi. J'ai fait ça. C'est vraiment je me lance, quoi. Je me pose pas de questions et je pense que. Et c'est très réussi. J'en ai écouté pas mal pour préparer l'émission. Merci. Il y a une vraie progression au fil du temps. Et non, c'est propre, c'est carré. Bravo. Merci pour tes retours, Mousse. Écoute, en tant que ça fait plaisir. Je suis un écouteur. C'est bien. T'es un auditeur de France Inter. Oui. Et vive le service public. Le Pitch Club. Je sais que t'as une vie assez remplie. On va y venir, mais donc l'humour, il est venu comment à toi? Comment tu l'as découvert? Parce que t'as parlé des inconnus, t'as parlé de Coluche, et quand tu te souviens de tes premières blagues, comment t'as découvert les premiers sketchs à la télé? Parce qu'avant, il y a beaucoup de sketchs à la télé. En fait, le premier souvenir que j'ai, c'est que pour le Téléthon, avec un copain qui s'appelle Teddy, on avait fait 2 sketchs. On avait monté 2 sketchs de Elie et Dieudonné. D'accord. Et c'était lequel? C'était les mecs qui font le ménage? Non, La Barra en Titanos de Campingo. Si, Señor Torero. Tu vois, tu te souviens de celui-là ou pas? C'était celui-là, je sais pas comment il s'appelle, et l'autre c'était
c'est Ibrahim, moi. Ouais. C'est Ibrahim, c'est la stocopieuse. C'est la stocopieuse. Surréaliste, celui-là. Ouais, avec, Nous ne sommes pas des voleurs. Voilà. avec Viltaneuse. Et c'est- Oui. Et c'était génial. Et en plus, nous, franchement, on venait de la campagne, on maîtrisait pas, on comprenait pas ce que c'était que cette histoire de Viltaneuse, etc. Ouais. Et puis, Toufik, on pensait on savait pas Ouais. que c'était un vrai prénom. Ouais. On pensait que c'était un nom marrant pour quelqu'un. On savait pas que c'était un prénom, que ça existait, tu vois. Et donc, toutes ces choses-là, ben, on fait que, par exemple, moi, je jouais Dieudonné parce que je pensais que je ressemblais plus à Dieudonné que mon pote. Ouais. Juste parce que je faisais 5 cm de plus que lui, tu vois. Et que Ouais, parce que comme lui était petit, il faisait Ellie. Et on faisait ça, et c'était... Mais on si a- vous faisiez ça pour qui? Juste entre vous? Non, mais le spectacle pour le Téléthon. Ah, c'est Vous bien. avez, Mais je les- veux dire, quand vous entraînez, vous avez fait, c'est dit, on fait ça pour le Téléthon et Ouais. il y avait combien de personnes après qui étaient sur, Devant, ouais, le jour du spectacle? je sais pas, 300-400 peut-être. 300-400, ça a marché. Ouais, c'était, bah, il y avait tout le village, quoi. Enfin, tout le Tout monde. le village. Ouais, donc en parce gros, que faut dire d'où tu viens, hein. T'es Ouais. d'un tout petit patelin. C'est pas si petit que ça, mais c'est une commune, ça fait 3000 habitants, quoi, alors tu c'est vois. où pour situer? C'est, dans les Deux-Sèvres, c'est, entre, Cholet, si vous voyez, Ouais, et Niort. d'accord. À peu Tu près. vois, On sait, on en a entendu parler. Ouais, voilà. Mais géographiquement, on aurait du pas mal. à très dire. loin de la Vendée, quoi. C'est vers tu vois. l'ouest. D'accord. En fait, c'est à 30 km du Puy du Fou. D'accord. Tu vois. Donc, t'es un Vendéen. Bah non, je suis de Sévrien, mais on est à côté, quoi. Parce que, attention, j'ai vu donc dans une de tes vidéos à vélo où tu parlais de jumelage de deux villes Ouais. qui ont été forcées à être collées ensemble. Donc c'est pour ça que je reviens là-dessus. C'était marrant, hein. Je sais pas si tu te rappelles. Si, je dis que, Ouais. en fait, à l'époque, il y avait des jumelages dans les Ouais. petites communes. Ouais, Et pour on économiser. se jumelait avec une commune de l'Est de la France ou du Sud de la France et on allait là-bas et ils venaient chez nous. Ouais. Et on était trop contents. Non, quoi. moi je pensais plus c'était des deux villes collées. Tu sais, avec... Ah oui, d'accord. Des tu fusions. vois, il y a eu des fusions voilà, de communes. ouais, ouais, Oui, ça, fusions, c'est ouais, c'est un pardon, grand classique pardon. de Une la... fusion, ouais. Ouais. de la- Tu parlais des fusions, parce que les Oui. jumelages, c'est Ouais, autre une chose. fusion, C'est ouais, des c'est échanges la fusion culturels. Il y a eu aussi les de deux jumelages. villes, ouais. Mais les fusions, bah, c'est un grand classique de la campagne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a plus assez de gens pour faire deux communes différentes. On n'en fait qu'une. Ouais. Et puis, on essaye de redonner du dynamisme à deux communes qui sont un petit peu... souvent, il y a même des querelles de clochers au début. Ouais. Puis après, on fait un club de foot en commun, Ouais. on monte une division, puis une deuxième, puis ça rassemble un peu les gens, puis on redevient potes, puis voilà. Mais il y a toujours un peu de... Bah, c'est ce que je mettais en avant dans la vidéo. Ouais, ouais, c'était, très drôle. J'ai bien aimé. Et donc après ce sketch, notre fameux sketch pour le Téléthon que t'as fait en imitant Ellie et Dieudonné avec ton pote, Ouais. il s'est passé quoi Bah, rien. C'était ta seule tentative dans l'humour et après. C'est juste qu'en fait, des années plus tard, quand j'ai recommencé l'humour à 28 ans, Hmm. donc c'est-à-dire, pour te dire, 15 ans plus tard, Hmm. eh ben j'ai capté qu'en fait, j'avais vraiment kiffé ce moment-là, quoi. Ouais. Je l'ai ressenti en fait. C'est le plaisir que t'as. Bah, ce frisson en fait d'être applaudi, alors qu'on avait sans doute pas fait une prestation dingue, mais juste être applaudi parce que bah t'es au Téléthon, c'est un truc pour une bonne cause, tout le monde applaudit, les gens ils dansent, machin. Enfin, tu vois, c'est comme les kermesses d'enfants, quoi. Ouais. Tu vois ton gamin danser, t'es ému. Oui, c'est ça. Même T'as de si- l'empathie pour ceux qui sont sur scène. Ben voilà. Donc puis c'était des gros événements pour nous. Il y avait le bingo une fois par an, la fête votive. la fête du foot. Ouais. Non, on n'avait pas ça nous, mais Enfin, et la on fête a- du foot, c'est aussi la fête de la bagarre, après, normalement. ouais, il y avait des bastons évidemment. Ouais. Il y avait un bal disco parfois derrière. Là, ça cartonnait pas mal. Il y avait Patrick Hernandez. Et il y avait Patrick Hernandez. Il y avait des petits couples qui se formaient aussi. Il y avait cette époque des slow. Ouais, Il y a plus de slow maintenant. première clope. Ouais. Enfin, c'était ça quoi. En mobilette. Ouais. Enfin, c'était l'ambiance quoi. J'adorais moi. Et donc après donc tu dis ça a 28 ans, t'es au Mexique. Ouais, enfin, qu'est-ce qui se passe pendant ces 15 ans, en fait, avant Je ces passe deux rien, je événements? fais une vie, je passe mon bac, je vais au lycée, je passe mon bac, après on me dit ouais, moi je sais pas quoi faire après mon bac. J'ai plutôt une tendance, comment dirais-je, je suis plutôt littéraire par nature, mais je fais un bac S parce que on me dit ouais, tu verras, ça t'ouvrira plus de portes. On me redit ça après en disant fais une école de commerce, tu verras, ça t'ouvrira des portes. Puis en fait, je fais que d'ouvrir des portes sans jamais savoir Ouais. laquelle prendre en fait. Puis je me rends compte un jour que je suis pas du tout heureux. Et puis je viens d'avoir un bac j'ai mon master d'école de commerce. Et puis je me barre au Mexique parce que je trouve un stage là-bas et que je trouve que c'est exotique de se barrer au Mexique. Tu parles espagnol déjà un peu? Ouais, parce que j'y avais fait un échange universitaire. D'accord. Et puis une fois sur place, je fais 1 an dans cette boîte-là, en voyant qu'au Mexique, en fait, c'est un peu comme aux États-Unis. Dès que t'as une idée, tu peux te lancer, D'accord. plus ou moins même avant d'avoir créé ta boîte. Ouais. Puis je me dis tiens, moi je vais devenir plus riche et plus rapidement que si je suis salarié, quoi. Ouais. Puis en fait, je me rends compte que pas du tout, quoi. Je sais pas faire un fichier Excel. J'ai des lacunes énormes. Quand je fais un business plan, je prends une feuille, je mets vente, prix d'achat, je fais la différence, je dis tiens, c'est ça que je gagne. Enfin, j'oublie la moitié des trucs. Je suis vraiment pas fait pour ça, quoi. Et en fait,
je fais des petits boulots, je vends du vin et du fromage avec un copain. D'accord. Je fais, puis un jour, je décide d'ouvrir une crêperie avec une copine. D'accord. Et puis là, pareil, en fait, je suis trop généreux, quoi. Quand les gens me disent non, pas de dessert, je leur fais une crêpe quand même, tu vois. Je leur offre, enfin, tu vois, des trucs un peu de mec qui veut trop être gentil avec les gens, quoi. Et tu perds de l'argent, forcément. J'en perds pas, mais j'en gagne pas, tu vois. Je vivote. J'ai vraiment une vie de Mexicain. Je côtoie même plus les Français parce que ils vont dans des grosses, ils vont dans des restos, ils se font plaisir à longueur de temps, ils sont expats, ils gagnent plein de thunes. Ouais. Moi, franchement, je vivote. J'ai un tricycle. C'est-à-dire, j'ai même pas de voiture pour pouvoir faire mes achats de matières premières. Ouais. Et avec mon tricycle, c'est-à-dire un triporteur, quoi. Oui. Je vais au marché de gros, l'équivalent de Rungis là-bas, 8 km aller, 8 km retour pour acheter pour 40 € de marchandises que je ramène, mes œufs, ma farine sur mon vélo au milieu de Mexico. Je fais ça, je suis entre l'euphorie de faire un truc que personne d'autre ne fait, parce que quand je croise un Français, je vois dans ses yeux qu'il se dit putain, ce mec il vit une vie incroyable, et puis le fait de chialer en me disant mais j'ai vraiment une vie de merde et je m'y suis mis tout seul, quoi, tu vois. Ah, t'as eu des moments comme ça? Ouais, j'étais limite en dépression, quoi. Franchement, quand tu vois que tu fais tout cet effort-là, que tu te lèves à 7 heures du matin pour aller faire tes courses, pour faire 15 couverts dans la journée, parce qu'en fait j'avais un mauvais emplacement. Ah oui. Comment t'étais où, enfin, si on peut situer J'étais dans Mexico, mais j'étais dans un quartier d'affaires le jour, mais affaires moyen, on va dire moyenne classe, tu vois, pas les gros business. Ouais. Et puis surtout le soir, c'était un quartier très populaire, donc les gens sortaient pas et enfin ils sortaient manger des tacos, quoi. Ils mangeaient pour 20 pesos, et puis moi je vendais des crêpes un peu plus chères, et puis c'était pas des gens qui avaient le côté divertissement. Aller manger une crêpe, tu vois, c'était un peu un truc peut-être de week-end, mais pas le soir comme ça, on va craquer 3 fois plus que d'habitude, etc. Donc, puis ils voyaient la crêpe comme un grand tacos, ils y voyaient pas vraiment l'intérêt. Et moi, j'avais même pas de farine de sarrasin, donc je prenais la même pâte pour les deux. Enfin, tu vois, c'était vraiment, les galettes étaient à la même chose que les crêpes. Le business plan, il était étrange. Mais ouais, mais c'était complètement. J'avais monté ça avec une copine au début, mais en fait. Elle, au bout de 6 mois, elle s'est barrée parce qu'elle a bien vu que c'était la merde. Elle a repris ses thunes surtout, et en fait, moi, on avait mis à peu près la moitié chacun, et en fait, la moitié du business, de l'argent avait été mis dans l'ouverture, dans la déco, etc., et la moitié était restée en trésorerie en banque. Et elle a tout repris, quoi. Ah, donc c'était. Donc moi, je me suis retrouvé sans trésorerie, avec 3 personnes en salariés. Enfin, que je payais au black, parce que là-bas, même ton comptable, il te dit tu vas pas les déclarer, il te le dit, tu fais ça au black, tu vois. Les flics, ils viennent bouffer, tu fais ça au black, ils payent les flics? Hein? Ils payent leurs crêpes, les flics? Ouais, ils payent leurs crêpes, enfin, c'était légal, mon business. Mais c'était dans un garage. C'est-à-dire que le mec, il enlevait sa bagnole dans la journée. C'est encore plus un garage qui donnait sur la rue, que j'avais décoré, etc., qui était assez grand quand même, et il y avait une cuisine dans le fond. C'était comme un sous-sol, en fait. D'accord. C'était un sous-sol que j'occupais. Mais ça, c'est un grand classique au Mexique. Dès qu'il y a un emplacement qui donne sur la rue, ça devient un business le jour. Que ce soit une papeterie, que ce soit, ils mettent des trucs à roulettes, ils le foutent devant. Mais c'est ça. Faut rentabiliser le loyer, en fait. Faut rentabiliser, et puis, c'est culturel, en fait. Le boui-boui est culturel. Les gens mangent dans la rue, ils sortent les trucs de tacos, il y en a partout, des jus de fruits. Il y a une vraie vie de rue qui, moi, me fascinait, que j'adorais, et qui faisait aussi que je suis resté longtemps là-bas, parce que je me suis dit, je vais être triste en France. Il y aura pas ça, en fait. Il y aura pas cette espèce de couleur qu'il y a dans la ville au quotidien. Et c'est comment la vie au Mexique au quotidien quand t'es un Français? Les Français ont bonne image là-bas? Les Français ont super bonne image. Les Mexicains sont adorables. C'est quoi quand tu dis je suis français? C'est quoi les premiers mots qui te sortent? C'est genre. Déjà, moi ça m'a aidé parce qu'ils me disaient tous, t'es français, t'es chef. Tu vois? D'accord. Depuis Ratatouille, le film. Tout le monde est persuadé là-bas quand chaque Français sommeille un chef. C'est pour ça que moi, avec un rat dans la tête. Comme moi, je savais pas trop quoi faire. Un jour, je me suis dit bon, t'as qu'à dire que t'es chef et puis voilà quoi. Puis j'ai commencé comme ça, tu vois. Et puis les gens m'appelaient vraiment chef quoi. Donc c'est pas comme en France où on te demande ton CV avant de te faire confiance. Là-bas, c'est bon, tu prétends être ça, t'es ça quoi. C'est la mentalité américaine en fait. C'est très américaine parce qu'aussi les gens étudient moins que chez nous. Donc c'est aussi des gens qui se lancent quoi. Beaucoup de gens savent que le salut viendra pas des aides de l'État puisqu'il y en a pas. Il viendra de leur débrouille en fait, de la prise de risque qu'ils auront et qui payera s'ils font l'effort nécessaire, si la qualité est là. Parce que les Mexicains sont des gens qui consomment. C'est pas des épargnants. En France, on épargne. Eux, ils ont de l'argent, ils consomment. Donc les Mexicains, même s'ils sont pas extrêmement riches, ils sont dans la rue le soir à manger des tacos, à prendre un jus de fruits, ils sortent, etc. Il y a des gens extrêmement pauvres, mais tu manges pour assez peu là-bas, ce qui fait qu'il y a une vraie vie nocturne aussi, quoi. Au niveau de la vie culturelle au Mexique, est-ce que tu peux nous en parler? Tu t'intéressais un petit peu localement à ce qu'ils faisaient? Ouais, en fait,
à Mexico particulièrement, c'est une ville qui déborde d'activités culturelles. Il y a des quartiers bobos, il y a des quartiers plus traditionnels, il y a des quartiers littéraires, il y a de tout en fait. Et c'est très réparti dans la ville. En France, on a plutôt tendance à tout mélanger. Là-bas, si tu veux acheter un marteau, il y a un quartier de la ville où ils vendent des marteaux. Tu vois, et c'est le quartier des outils, etc. Ça fait ce qu'on appelle une quadra, c'est-à-dire un carré. C'est quatre rues qui font des angles droits, tu vois. Et là, c'est le quartier des marteaux. Après, si tu cherches une calandre de voiture, t'as le quartier des calandres de voiture. Et à l'inverse, t'as aussi le quartier des libraires, le quartier des magasins de cuisine. Et c'est hyper marrant parce que tu te balades d'un quartier à l'autre quand tu veux les trucs. Et quelqu'un qui connaît pas Mexico, il va chercher très longtemps un truc parce qu'il pense que ça va se vendre partout. Alors qu'en fait, il y a des quartiers dédiés à ça. Et pour la culture, c'est pareil. Il y a des quartiers qui sont liés à une culture très mexicaine. Par exemple, la culture du catch mexicain, la lucha libre. Tu vois? Oui. Qui est un truc assez fascinant quand toi, tu viens d'Europe. Ouais. Et que tu découvres le fait qu'il y a des gens qui se mettent des masques, des moules bites et des collants et qui font des sauts périlleux, qui sautent dans les cordes, qui se jettent sur le public, qui rassemblent 15 000 personnes dans une salle où il y a de la grand-mère aux petits enfants. Il y a une ferveur incroyable, ça bouffe, ça boit, ça crie, ça chante, ça hurle, ça se bagarre en regardant le truc. Enfin, c'est la vie mexicaine, quoi. Et il y a la vie aussi plus international, des concerts des Stones, des concerts de Scorpions, des concerts, parce que tout le monde passe aussi par Mexico pour les grandes tournées en fait. D'accord. Et puis ils ont une culture également, ils aiment la France, ils aiment les artistes français. Alizé est une artiste qui cartonne là-bas. C'est clair. Ouais, mais au Brésil et là-bas, elle cartonne, mais les gens ils font des queues hallucinantes pour la voir. Et puis elle joue plusieurs jours, etc. C'est le syndrome Alain Delon. Il y a eu la mode de Yel. Vous vous souvenez de Yel? Ouais, je me souviens. Yel, elle cartonnait là-bas. Ouais. Elle cartonnait. Et toi, tu faisais quoi? T'as consommé cette vie culturelle ou tu restes à toi? T'allais voir les musées, Ouais, alors il y a des super musées aussi. Alors tout ce qui est lié à l'anthropologie, la culture préhispanique évidemment. Ouais. Et puis il y a des musées d'art moderne. Il y a des musées. Enfin, c'est une ville culturellement. Je crois que c'est celle qui a le plus de musées. Je vais peut-être dire une connerie, mais je crois que c'est peut-être même au monde. Hein. En tout cas, d'Amérique latine, c'est une certitude. Ouais. Et elle a un nombre de musées hallucinant. il y a beaucoup de fresques murales là-bas. Alors, parce que ça, c'est une espèce de spécificité mexicaine. C'est Diego Rivera, je crois. Orozco, Rivera, il y en a eu pas mal. Frida Kahlo. Frida Kahlo, elle faisait pas de fresques. Elle faisait pas les fresques murales. C'était la femme de... plus connu, hein. Ouais, exactement. Donc il y a aussi le musée Frida Kahlo. C'est parfait pour les photos Instagram, tout ce qui est... Ouais, c'est une ville très colorée en plus. Ouais. Non, c'est une ville donc, super. Toi, ça t'a nourri quand même. Ça m'a nourri parce que moi j'ai toujours aimé ça et puis en plus, je pense que pour un peu comprendre un pays, c'est bien de découvrir aussi sa culture à travers ses musées. Oui, que de rester entre deux expats français. Même si je vais te dire honnêtement, les musées, j'en ai pas fait des milliers non plus parce que je suis pas fan de musées. C'est comme à Paris en fait. Quand tu vis à Paris, tu fais pas les musées parce que tu te dis ouais, j'ai le temps de les faire. Puis en fait, tu vas jamais quoi. Ben là-bas, c'était un peu pareil. Je me disais j'ai le temps. Puis j'y allais pas. Mais bon, je me renseignais, je savais ce qu'il y avait comme expo actuellement, etc. Puis après, j'ai découvert le stand-up. Je sais pas si c'est une... Non, mais ça fait partie de la culture. Hein. Ça faisait partie de la culture naissante parce qu'en fait, les États-Unis quand même sont hyper influents au Mexique, même s'il y a quand même une vraie identité propre aux Mexicains, latine. Le fait qu'ils parlent pas anglais, le fait qu'ils traduisent tout, ils sont un peu comme les Québécois par rapport à l'anglais, tu vois. Ils vont pas dire un parking. Ils savent tous ce que veut dire un parking, mais ils vont dire estacionamiento. Ils vont le traduire en espagnol, tu vois. Et donc, ils ont quand même leur vraie identité, mais le stand-up est arrivé, je pense, à peu près autour de 2012, et moi, j'ai découvert ça l'année suivante. À 2012, donc c'est tard. Un jour, j'étais, parce que je te dis, j'étais pas vraiment bien quand je faisais mes crêpes, là, je me rendais compte que je bossais beaucoup pour pas grand-chose. Ouais. Et ça me rendait pas heureux. J'ai été très heureux de monter cette affaire, de chercher le local, de créer l'identité, la marque, le logo, etc. Mais le premier jour où on a ouvert, je me suis dit, en fait, maintenant, je vends des crêpes, quoi. Et je m'étais pas rendu compte que j'étais pas fait pour ça. Le truc final m'intéressait moins que la démarche qui précédait, en fait. Et du coup, un soir, je vais boire des bières dans un bar, mais vraiment tout seul, quoi. Avec vraiment l'objectif assez clair et net de m'en mettre une petite pour oublier un peu mes soucis, quoi. J'en étais là, quoi. Et puis, je sais pas, 1 heure après que je sois dans le bar, il y a des gens qui arrivent, qui mettent un pied de micro, qui installent un micro et qui commencent à faire du stand-up pour les 20 ou 30 personnes qui étaient là, quoi. Et ça se marre, les gens mettent de l'argent dans le chapeau. Et j'ai une réaction physique, quoi. C'est-à-dire que j'ai la chair de poule et je me dis, putain, c'est ça que je veux faire dans ma vie, quoi. C'est une vraie révélation.
Et d'accord, donc tu vois ça et comment tu réagis, tu dis comment t'entreprends comment. Mais en fait, je les aborde. Je vais les voir à la Ouais. fin et je leur dis les gars, comment on fait pour faire ce que vous faites? Alors ils me disent, toi t'es qui déjà? T'es pas mexicain, tu parles l'espagnol, mais t'es pas bilingue, t'as un accent. Soit, enfin, tu peux avoir envie, mais tu viens de loin. Et en fait, c'est là où tu vois ce que c'est qu'une révélation dans la vie, c'est quand tu vois aucune barrière à ce qui te semble être une évidence, en fait. Tu te dis pas, mais en fait, c'est quand même compliqué. Tu vois, je me le suis pas dit, et je me le suis jamais dit pendant les 3 ans que j'ai fait du stand-up là-bas. Je me suis toujours dit. 3 ans de stand-up en espagnol. En espagnol, ouais. 100%. Ouais, j'ai jamais écrit en français une seule ligne là-bas. Et tu T'aurais connaissais pu. le stand-up avant? Non, pas du tout. Je connaissais le Jamel Comedy Club que je regardais de loin. Ouais. Parce que j'étais au Mexique, et puis parce que jamais je m'étais dit c'est un truc que tu feras un jour, en le regardant en français. Mais peut-être que le fait d'avoir fait avant, d'avoir galéré un peu, et puis en fait j'avais un problème, c'est que quand t'as une crêperie, il faut acheter du matériel. Et chaque fois que j'achetais du matériel, j'avais l'impression de me mettre un boulet à la patte. Parce que ça m'immobilisait, tu vois. C'était comme si je me sédentarisais encore plus dans un endroit. Alors que... Et tu l'as gardé combien de temps alors justement c'était... Je l'ai revendu au bout de 2 ans, à peu près. Et pendant 1 an, t'as fait que des plateaux de stand-up en Ouais. en espagnol. En espagnol, ouais. T'arrivais à en vivre pour... Non, j'en vivais pas, mais j'en organisais des plateaux après. Ah ok. Comment tu travaillais en fait? Tu écrivais, enfin tes sketchs en espagnol et tu parlais de quoi? Bah en fait, tu vois Paul Taylor aujourd'hui en France. Ouais. Ben je faisais un Petite peu ça, différence. si tu veux, j'étais Ouais. le français au Mexique, quoi. Et ça marchait. Bah ça marchait parce que ça fait toujours marrer. Déjà on a bonne presse les Français là-bas. Ensuite j'étais le seul. Je disais toujours je suis le meilleur humoriste français au Mexique. Et c'était une bonne vanne parce que j'étais le seul et que ça faisait marrer les gens et le public mexicain est très généreux en termes de rire. Le français l'est aussi, mais moi je dis toujours en spectacle, et on a un côté syndic de copropriété en France. Tu vas à un spectacle, mais au début tu croises les bras et t'attends que ça vienne et tu te dis qu'est-ce qu'il va me faire, tu vois. Alors que les Mexicains ils viennent pour rire. La démarche est différente. Ils sont plus peut-être naïfs, mais en même temps c'est... Bah ils vont pas à un spectacle d'humour pour être là à juger, à Ouais. machin. Ils laissent un peu leur jugement à la porte. Ils oublient un peu les barrières. Tu peux dire des milliers de choses au Mexique que tu peux pas dire en France, quoi. Comme quoi? Bah toutes les blagues. Alors bon, ça a évolué là-bas aussi, et heureusement. Mais à l'époque, tu disais puto dans une phrase. Ouais. Tu concluais ta phrase par puto, t'avais un rire. Ouais. Donc moi je l'ai fait parce qu'évidemment au début tu tires sur les ficelles. Hein. Ouais. Tu prends ce qu'on te donne, tu vois, les gens ils rient. Moi franchement j'ai pas fait un humour très fin dans les 2 Ah premières ouais. années. Hein. Tu lâchais des cabrones. Bah ouais, cabrón, hijo de puta, quand c'est un Français qui Ouais. dit ça fait marrer les gens. Ouais. Ouais, parce qu'ils ont, ça les touche de voir qu'un Français parle dans leur langue natale. Ouais, et puis en fait le Mexique avait fait que moi j'avais développé une façon de parler très mexicaine, beaucoup plus que des Français vivant là-bas. D'accord. C'est-à-dire que moi j'avais vraiment un argot, quoi. D'accord. Parce que T'avais pour tous les comprendre ouais. l'humour là-bas, comme l'humour en France, il se crée aussi dans la rue, quoi. C'est ça. Et ici, en fait, la grande force du rap et du hip-hop, c'est que c'est de tout horizon, quoi. Oui. T'as des blancs, t'as des arabes, t'as des noirs, t'as de tout le monde peut en faire, des Oui. asiatiques, etc. C'est très facile, quoi. Et le rap, c'est pareil, c'est ce qui a fait, je pense, une des forces de cette musique, c'est qu'elle était vraiment transidentitaire, puissante, qu'elle touchait tout le monde. Et le stand-up a ça. Le stand-up est aussi bien fait par des gens de bonne famille que par des gens qui sortent de banlieue, qui ont galéré, par des gens... Enfin, c'est ce qui est génial, d'ailleurs. Et moi, je dis souvent, je rencontre des gens dans mon quotidien qui me nourrissent, mais énormément, et que j'aurais pas rencontré si j'avais continué dans une carrière normale, après mon école de commerce, etc. Parce qu'en fait, les écoles séparent les groupes. Si t'es dans une école privée très chère, tu vas ensuite côtoyer des gens qui avaient des parents pour leur payer également une école privée très chère, et tu côtoies plus des gens qui viennent, alors même s'il y a des exceptions, des gens qui se font comment dire, d'en bas, on va dire, et heureusement, il y en a quand même assez peu, quoi. Ouais, ce côté égalitaire que, enfin, Ouais. Mathieu Madénian précédemment, qui disait justement que sur les plateaux, il y a un côté communiste, c'est-à-dire que c'est tout le monde à la même, tout le monde est logé à la même enseigne, dans le sens où tu peux être millionnaire ou tu peux être un smicard et t'es face au public, en fait, ça compte pas. Mais moi, je te dis, quand j'écoute ce que dit Ahmed Sparrow, qui avait 12 frères et sœurs, je crois, Ouais. mais ça me touche. Parce que je me dis, putain, c'est beau, quoi, de raconter ça, tout en restant hyper, c'est pas de la moquerie vis-à-vis de sa famille. Au contraire, tu te dis, putain, quel mérite ils ont eu, ses parents, d'élever autant d'enfants, etc. Et derrière toutes les blagues, on sent que de l'amour, en fait, tu vois, et de la fierté, et tout ça. Moi, je trouve ça beau, quoi. Et c'est un type que j'adore. On s'entend très bien avec Ahmed, parce que je sens qu'il m'apprend des choses
que j'aurais pas, que je n'aurais pas connu en fait. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, On a des discussions, parfois je me dis putain, mais j'ai l'impression qu'il Oui, c'est ça, c'est même... y a une France que je connaissais pas en fait. Le Pitch Club. La France, tu fais ces 3 ans au Mexique, elle se rapproche comment dans ta vie? En fait, je suis resté 3 ans et demi là-bas, Ouais, sans rentrer en France. d'accord. Mes parents, ils étaient venus me voir une fois. Ouais. Bon, après, voilà, je comprends qu'ils aient pas envie d'aller au Mexique tous les ans voir leur fils. Enfin, non, mais faut assumer, quoi, tu vois. En mai 2015, mes frangins viennent me voir, mes 2 frères. Et en fait, ils me voient faire du stand-up. Ils comprennent que c'est vraiment ma passion. Et ils voient aussi que pour survivre, parce que le stand-up me faisait pas vivre, je vends des gâteaux sur les marchés. Que je fais la nuit, en fait. Je vais les vendre le jour. Des gâteaux à quoi? Je faisais des cheesecakes, des carottes cakes, des gâteaux un peu américains. Ah, d'accord, ouais. Je faisais des tartes aux pommes, des strudels. Ah, stylé. Ouais, des brownies. J'avais, on va dire, 5-6 variétés de gâteaux. J'en faisais 12. J'allais les vendre sur des marchés, à la part. Ouais. Et les gens, ils achetaient le gâteau à El Frances, machin, on discutait 5 minutes. Française. Et puis, en fait, je faisais mes gâteaux dans l'après-midi. Je les préparais. Ils étaient encore chauds. Je partais jouer. Je faisais du stand-up. Je faisais des plateaux, tu vois. Après, je rentrais chez moi, je finissais mes gâteaux. Donc là, il était 1h30 du matin quand je terminais. Je les mettais au frais. Le lendemain, je me réveillais à 7h. Je le chargeais mon triporteur. Ouais. Et j'allais, à vélo, rejoindre mes postes où je vendais, en fait. Je mettais un parasol. D'accord. Je sortais mes gâteaux, je les coupais. Et les gens venaient les acheter. Et je vendais jusqu'à 13h. Je mangeais. Et je recommençais à faire mes gâteaux. J'allais jouer. Et je faisais ça. Et mes frères, quand ils ont vu ma vie, ils m'ont dit, mais Alex, enfin, n'oublie pas que t'as étudié dans ta vie, t'as fait des choses, tu n'es pas obligé de t'infliger ça, quoi. Eux, ils ont, en fait, j'avais oublié de voir le bonheur dans tout ça. Comme j'étais tellement passionné par ce que je faisais, je n'allais jamais à la mer. Je ne faisais, c'était vraiment une vie de Mexicain de la rue, quoi. Tu vois, qui vivote, qui survit, mais qui a une passion et cette passion, elle fait oublier tout le reste, en fait. Puis bon, j'avais pas d'enfant, je me voyais pas malheureux. J'étais pas dans une situation de merde, j'avais un peu d'argent. Comme j'avais du cash tout le temps, parce qu'on m'achetait des gâteaux en cash, j'avais l'impression d'avoir du fric. Mais en vrai, que je dépensais. Comme un Mexicain. Comme un Mexicain. Et je n'épargnais pas. J'avais, à la fin d'un mois, j'avais rien, quoi. Ouais. Mais je sais pas, et puis un jour, tu sais, il me disait, Alex, prends le temps de réfléchir à ce que tu veux faire dans ta vie. Ouais. C'est bien, tu fais des petites scènes, tu fais rire des gens, mais t'es pas en train de créer un truc, et demain, la vie, elle passe vite, etc. Donc, ils étaient inquiets, quoi. Puis mon grand-père meurt en novembre 2015, et puis je dis, je vais pas à l'enterrement, tu sais, mais je vais rentrer en France. Je rentre en France, et là, il y a les attentats. Donc, je suis là, je voulais passer au Paname, ça ferme. Je voulais un peu me mettre dans l'humour, tu vois. Je rentre un mois, quoi. Je ferme la boutique, je vends plus de gâteaux, je ferme le truc. Et là, en fait, je vais à Nantes, parce qu'à Paris, il se passe plus rien au niveau du stand-up. Et à Nantes, Haroun, que j'avais contacté par l'intermédiaire d'un ami commun, me donne le contact d'un humoriste nantais qui s'appelle Thomas Delaporte, qui me fait jouer à Nantes. Et là, je rencontre un peu les humoristes nantais, et je rencontre un type, là, l'histoire est dingue, que j'ai rencontré en Colombie, 6 mois plus tôt, qui me dit, on cherche un type qui parle espagnol dans notre société, à Nantes. Non. Je te jure. Lui, il est là au spectacle. Le soir même, il m'héberge. Il me parle de ça. Je lui dis, putain, ça fait 3 ou 4 ans que j'ai pas bossé dans une entreprise et tout. Il me dit, c'est pas grave, postule. J'y vais, le lendemain, en basket, j'avais rien. Et puis, je fais 4 entretiens, il m'embauche. 4 entretiens, donc. D'une heure. Comme tu dis dans ton spectacle. Le premier en France et les autres à distance au Mexique. Parce qu'entre-temps, je rentre au Mexique. Ah, ok. Tu fais un aller-retour. Je reste quand même un mois. Oui. Mais ça, c'était un peu à la fin. D'accord. Et donc, ils me disent, OK, on te prend. Putain, moi, je suis au Mexique, j'ai repris ma vie, j'ai refait mes gâteaux. J'ai oublié ce truc-là, quoi. Tu vois, j'ai fait les entretiens parce qu'il fallait les faire. Et donc là, cas de conscience, quoi. Je me dis, Alex, qu'est-ce que tu fais, en fait? Est-ce que tu continues ou est-ce que t'arrêtes? Et puis, mes potes mexicains me disent, Alex, vas-y. Tu fais ta période d'essai de 4 mois. Oui, qu'est-ce que c'est comme travail? Ça consiste en quoi? Un job dans une start-up commerciale pour en Espagne, pour l'Espagne. D'accord. D'une solution informatique. Ok. D'accord. Et donc là, ils me disent, mec, c'est comme des vacances payées. Tu vas pas 4 mois dans ta vie, c'est rien. Si ça te plaît pas, tu rentres. S'ils veulent pas te garder, tu rentres. Donc je laisse tout en place. Parce que moi, j'avais monté une espèce de pâtisserie dans le sous-sol de mon appartement, tu vois. Enfin, vraiment, c'était
C'était Narcos, mais fait des gâteaux, quoi, tu vois. Mais je te jure. Ouais. Et donc, je laisse ma farine sur place, je laisse mon sucre et tout, puis je prends un avion, je rentre. Et en fait, ça se passe bien. Et je découvre que la France c'est pas si mal que ça. Enfin, c'est pas que je découvre, mais je redécouvre. Ouais. Je kiffe Nantes que je connaissais pas. Parce que justement, Nantes, si tu peux nous en parler un peu, enfin, c'est pour présenter un peu si c'est Comme quoi, Maïl, c'est quoi l'ambiance à Nantes. Comment- Nantes c'est super, c'est une ville assez jeune, dynamique, un peu gauche, un peu bobo. Il y a plein d'initiatives. Il y a le beaucoup de voyage. des zadistes. Ouais, il y a le voyage à Nantes. Il y a une vraie. Comme tu dis, ouais, il y a les zadistes. C'est une ville qui s'enflamme aussi un peu quand il y a des mouvements sociaux, des mouvements sociétaux plutôt. Ouais. Et donc je m'y sens bien, tu vois, la start-up, au début t'es charmé, tu te laisses un peu avoir par le côté il y a des ballons, il y a des Playmobil dans la salle, il y a une soirée raclette de temps en temps, il y a des bières dans le frigo. Il y a une table de ping-pong. Il y a une table de ping-pong, un baby-foot, Tu peux faire la sieste. Ouais, tu vois, moi j'ai joué au palais, tu vois ce que c'est les palais vendéens? Non, vas-y. C'est explique-nous. une planche en plomb de 40 cm de large, D'accord. puis tu lances des palais en plomb dessus, quoi. Et il faut être au plus près. C'est comme la pétanque, mais sur une planche en plomb. D'accord. Et moi j'adore ça, et donc on y jouait le midi. Putain, je me dis, je revis, quoi. Ouais. Sauf qu'après, le boulot en soi me passionne pas. Je me rends Tu fais compte plus que- stand-up là à ce moment-là. Si, j'en fais une fois ok. par semaine Ah, ok. à Nantes. Ok, donc t'as un Avec plateau. Ed Gary, avec D'accord. Romuald Mofra, avec Kevin Robin, avec Donc il y a une scène nantaise. Nicolas Fabier. Ah, Il y a une salle nantaise. D'accord, il y a à Nantes, il y a un petit microcosme comme ça qui fait du stand-up. Même plus que petit. Ouais. Il y a des très bons, et Ouais. je pense qu'en France, c'est la deuxième ville, quoi, Nantes. Ah ouais. Ouais, ça se bouge super bien. Il y a des plateaux tous les soirs, tu vois. Ça bouge plus que à Marseille ou qu'à Lyon. Ah quoi, ouais, sinon- il y a deux mecs qui s'appellent Kevin Robin et Maxime Stockner qui font vraiment bouger la ville, le stand-up là-bas. Il y a Fabien Boucher qui est un type qui a ouvert énormément de plateaux et qui continue d'en ouvrir. Il y a un pote à moi qui s'appelle Yanos qui est extrêmement drôle, qui vient jouer à Paris de temps en temps et que j'adore parce que c'est vraiment un proche. Il y a ceux qui ont quitté, qui sont montés à Paris. Et il y a ceux qui continuent à jouer là-bas et qui font vivre la scène de qualité en plus. C'est super. Et donc là, est-ce que quand t'arrives à Nantes, tu fais tes scènes hebdomadaires, tu fais comme au Mexique, c'est-à-dire tu t'apprends un peu les spécificités locales pour en parler sur scène, l'argot nantais, peut-être des mots et des expressions qu'on n'a pas à Paris. Pas Non. tellement. Non. Les vannes de fond à Nantes qui font rire, c'est de se moquer des Vendéens, par exemple. Ouais. Mais bon, une fois que t'as ça, l'humour, Ouais. il est pas très différent de l'humour que tu pratiques à Paris ou ailleurs. Et puis moi, dans un premier temps, je suis pas à fond parce que je travaille à côté. C'est une fois par semaine. Je me dis pas, je vais faire de l'humour, je vais percer. À ce moment-là, je me dis plutôt, concentre-toi sur ton travail. J'avais pas d'argent de côté, donc refais-toi un peu la cerise, tu vois. Donc là, Donc j'essaye d'être sérieux. Je fais mon stand-up une fois par semaine. c'est comme un loisir, là. C'est Comme un loisir, voilà. Et puis même à Nantes, les gens ont pas tous l'idée qu'on devienne, qu'on fasse des carrières à Paris. Tu vois, le stand-up en 4 ans, il a évolué. Ouais. Donc, je fais ça, je suis très content. Et puis, en 2016, donc à peu près 8 ou 9 mois après mon retour définitif, En France. il y a un concours organisé par le Point Virgule et la mairie je sais plus quelle mairie dans le 94 là, qui s'appelle Humour en scène. Et il y a un casting au Point Virgule. Et j'y vais, je m'inscris, tu vois. Et Antoinette Collin me repère et elle me fait participer à ce festival, Humour en scène. D'accord, Antoinette Collin, qu'il faut présenter un peu pour ceux qui connaissent pas. Directrice du Point Virgule depuis 15 ou 20 ans. Elle fait tourner. Elle fait tourner, elle fait la programmation du Point Virgule, du Grand Point Virgule aussi. Enfin, c'est vraiment une personne hyper importante dans le milieu de l'humour en France, quoi. Et pas que du stand-up, tu vois. Parce que le Point Virgule, historiquement, c'est pas du stand-up, c'est plutôt du seul en scène, Oui, etc. c'est ça, le one-man Donc show, il y a eu ouais. une transition Ouais. qui s'est faite naturellement par le stand-up, mais elle programme encore plein de pièces qui sont géniales, et notamment une reprise du Bourgeois gentilhomme, Ouais. de l'Avare, des choses comme ça qui se jouent encore, quoi, ou du Malade imaginaire. Oui. Que moi j'aime bien en fait tout ça, les Molières. J'aime Tu vas bien. voir les Molières? Ouais, parce que moi souvent ils jouent avant moi. Ouais. Et j'arrive avant et je me marre, j'adore. Je me dis quel talent, les pirouettes, hein, revenir à la situation initiale et avec le message qui a été passé tout en riant. Je trouve Ouais. ça magnifique, tu vois. Des textes qui ont plusieurs siècles et qui... Et tu vois qui la ont des mécanique siècles. d'écriture, en fait. Tu vois Ouais. le côté un peu malin, parce qu'à l'époque, il y avait un C'est roi. malin, Ouais. c'est Il fallait faire génial. des trucs un peu de Puis contrebande. on ridicule les puissants en fait, Ouais, on ridiculise les puissants. prenant C'est des ça en personnes- fait le fond de l'humour. Et donc voilà. À l'époque, tu pouvais aller en prison
pour un mot qui déplaisait à quelqu'un, un proche du roi. Ouais, Donc, mais à la il fallait fois, faire le gaffe, roi quoi. commandait ces pièces-là. Voilà, parce qu'il voulait Donc, tu vois attaquer bien les qu'il y autres. avait aussi Ah, une acceptation de ça. Ouais, t'avais. Parce que peut-être qu'il préférait les avoir auprès de lui pour pouvoir éventuellement Ouais. censurer, plutôt que ça se fasse dans son dos et qu'il puisse pas maîtriser. Avoir de contrôle dessus. Mais peut-être aussi qu'il voyait pas la double lecture et qu'il se marrait alors que Molière se foutait de lui. En tu tout vois. cas, il fallait être vachement, fallait chercher beaucoup à l'époque, j'imagine, pour bien envoyer le message, qu'il soit compris par certains et pas trop par Bah, d'autres. c'est habile. Quand tu vois les fables de La Fontaine, c'est du génie, quoi. C'est-à-dire Ouais, que oui. prendre des animaux C'est dingue. pour mine de rien critiquer le pouvoir et la cour, c'est super. Et tu dirais, toi, faire une pièce de Molière? La jouer, Ouais. moi j'adorerais faire du théâtre. J'adorerais jouer, quoi. Enfin, franchement, le stand-up, j'en ferais peut-être pendant 5 ans, puis après j'arrêterais, j'en sais rien. Moi, Ouais. Parce que t'as fait des cours de comédie, d'ailleurs, depuis que tu t'es lancé dans le stand-up, ou pour te perfectionner, ou t'as appris sur le tas? Ouais, j'ai appris sur le tas. Ben là, en fait, pour finir, Ouais. Donc t'es dans le 94, ce fameuse concours organisé par Antoinette voilà, dans le théâtre de, je sais plus comment s'appelle cette ville. Collin. Ouais. Et en fait, c'est la ville de Dassault, là. Ah, c'est Corbeil-Essonnes. Corbeil-Essonnes. Corbeil. Voilà. Non, c'est dans Donc, l'Essonne. ils ont un beau théâtre, évidemment. Hmm. Et donc là-bas, je gagne le prix du jury. Oui. Et le prix du jury, donc Antoinette, elle me repère entre guillemets, puis après elle me met au FUP. Au FUB, donc c'est le concours qui est organisé pour... Ouais, le Festival repérer d'humour les- de Paris, ça, organisé les par jeunes Jean-Marc talents. Dumontet. D'accord. Au FUP je fais l'Olympia avec le point virgule, je fais l'Olympia, tu vois. Ouais. Puis de là, après il y a eu France Inter et tout ça. Donc ça a été assez vite, quoi. J'ai eu de la chance. Et justement, de cette chance, tu vois maintenant ta carrière, c'est quoi les prochaines étapes à part le stand-up que tu... Parce que vraiment ton spectacle, tu fais une référence à Depardieu. En fait, j'y pensais encore là. On a perdu, je trouve, dans l'humour un côté gag. Comment ça? Ben, l'humour, le stand-up aujourd'hui, il est quand même vachement différent de ce. C'est assez dur à C'est expliquer. mécanisé, quoi. C'est un peu C'est un cynique. peu mécanisé. Ça devient cynique. On calcule un peu Ouais. les- Sans que en fait, je trouve pas ça Ouais. mal du tout. Je trouve Ouais. que le stand-up c'est super. Je le pratique avec bonheur. Mais je trouve que c'est parfois dans le stand-up, il y a un petit peu une confrontation entre le stand-up et le seul en scène, par exemple. Et moi, je trouve qu'en seul en scène, il y a toujours des trucs qui sont hyper chouettes et tout. Enfin, j'ai du mal à me fermer à un truc parce que j'appartiens, moi, à un registre, en fait. Et le fait d'appartenir à un registre, chez les gens, leur fait parfois accorder une prédominance à ce registre-là par rapport à un autre. Ou alors, une supériorité. Moi, je pense pas. Je trouve qu'il y a des humoristes qui font des personnages, qui ont un talent fou, et que le stand-up, quand même, est parfois assez pauvre en termes de jeu, en fait. Il y en a qui le font, tu vois, quand je vois Yacine Hitch, qui fait des trucs sur scène qui sont de l'ordre comme faisait Gad Elmaleh il y a 15 ans. Je trouve que c'est avec son bien, corps. quoi. Tu vois, lui, il a une maîtrise de son corps que moi j'ai pas. Il Ouais, fait c'est bien d'en profiter. Parce qu'il a fait de la danse. Parce qu'il a fait de la danse et parce qu'il est souple et parce qu'il a un rythme. Ouais. Il y en a qui n'en ont pas du tout, qui arrivent à faire rire sans, et c'est aussi génial, tu vois. Mais moi, je suis pas un ayatollah du faire rire sans artifice, pas mettre de musique dans les spectacles. Moi, j'en mets pas parce que je suis un feignant et j'ai jamais pris le temps de faire de la mise en scène, etc. Mais par exemple, il y a des gens comme Thomas VDB, il me fait marrer parce qu'il y a de la gestuelle. Parfois, il crie, parfois, il chante. J'aime bien les gens qui ont un peu Ils sont hauts aux couleurs. Écoute, un peu bordélique parfois. Comme un ouais, spectacle, bordélique, j'aime bien ouais. ça, tu vois. Moi, de plus en plus, c'est ce que j'essaye d'aller chercher dans mon spectacle. Puis je pense que, au fond de moi, il y a un vrai truc décalé, quoi. Les gens le disent d'ailleurs, je crois que le côté rural aussi ressort c'est un ça. peu, etc., quoi. Parce que c'est un truc qu'on voit aussi dans ton spectacle, si je peux me permettre sans vouloir le spoiler, c'est un peu le côté tu mets beaucoup en opposition, genre c'est pas en opposition, mais en fait tu compares les classes sociales et aussi le Paris est contre la province. En fait, moi, je dis surtout que Paris est peuplé de provinciaux, en fait, à la base. Ouais. Je rappelle que quand je dis, par exemple, les Parisiens, ils aiment bien aller se ressourcer en province, Ouais. j'ajoute les Parisiens de souche. Oui. Parce qu'en fait, Paris est quand même assez peuplé de provinciaux, Oui. de gens qui oublient un peu d'où ils viennent parfois et qui deviennent un peu parisiens avant l'heure. Et j'essaye d'en sourire un peu. Mais franchement, moi, c'est pas une opposition, quoi. Non, parce que j'ai position, c'est un peu Je m'en fort, amuse parce que Tu fais une comparaison en fait. une comparaison. Ouais. Ouais. Moi, je dis que en fait, j'ai des potes,
ils sont tellement heureux dans leur vie, qui est pas une vie parisienne. Ils achètent des maisons, 20 000 euros, ils les retapent, ils les revendent 40 000. Ils font du business comme ça. Et à 20 000 euros, t'as 2 mètres carrés à Paris, quoi. Tu vois, je veux dire, la vie, elle est tellement différente, quoi. En fait, ma vie à moi, elle est parisienne parce que le spectacle, ça se passe ici, Oui, parce que la radio, ouais. ça se passe ici. Mais si ça tenait qu'à moi, franchement, j'aurais peut-être un jardin, une vie très normale. Ah oui. Ouais. Donc si tu parce qu'il y a un comédien qui s'appelle Monsieur Fraise, lui c'est ce Ouais. qu'il fait en fait, il vit en province Je sais bien. et il vient à Paris juste pour Ouais, faire ouais. des scènes Mais il a des enfants, Oui, il c'est ça. a une notoriété qui est supérieure à la mienne, il a... Oui, tu devrais faire ça toi. Peut-être, là, genre, tu vois, l'immobilier, par exemple, c'est un truc qui te dégoûte d'acheter à Paris. Tu Ouais. te dis quand même si t'as les moyens, tu vas mettre 12, 13 000 euros dans 1 mètre carré. C'est ça. Donc ça veut dire que minimum, tu vas investir 260 ou 300 000 euros. Alors que dans des villes à 1 heure d'ici, tu peux t'acheter un truc décent ou même plutôt bien à ce prix-là, quoi, tu vois. Ouais, Donc c'est un choix, quoi. tu parles justement des ouvriers qui pouvaient acheter à Paris avant. Ben ouais, les ouvriers pouvaient acheter sur l'île Renault, sur l'île il y avait les De la Cité. l'île de la Cité, il y avait il y avait Renault. Les gens vivaient dans le coin. Tu regardes Chao Pantin encore à l'époque de Berry, ben t'avais le petit pompiste qui travaillait, qui vivait là. Bon, il était peut-être pas propriétaire, mais Oui. il y avait des gens qui l'étaient, tu vois. Et aujourd'hui, ben c'est-à-dire que moi, je vis au 6e sans ascenseur, et j'ai compris hier qu'en fait, je n'empruntais que l'escalier de service, Oui. pas l'escalier des gens. Oui. Et je me disais, putain, c'est marrant, les gens, comment ils font pour emménager leurs meubles? Et en fait, c'est que c'était que pour la bonne, Oui. et la bonne n'avait pas de meubles, Oui. ou pas de gros meubles. C'est ça, Tu ouais. vois? Parce que hier, j'ai ramené des trucs chez moi, et Ouais. j'arrivais à peine à les monter dans l'escalier. Et je comprenais pas, je me disais, il y a des familles qui vivent là quand même. Et je suis allé voir la concierge, elle m'a dit, oh, mais ça, c'est l'escalier de la bonne. Ouais. Vous vivez à l'endroit de la bonne. Ouais. Ah, je dis, ok, d'accord, ok. Et je dis, il y a un ascenseur dans cet immeuble. Elle me dit, il y en a 3. J'avais jamais vu la couleur. Parce qu'en fait, il y a des escaliers spéciaux pour les gens qui ont des beaux apparts. C'est ça. Et moi, il n'y a pas d'escalier spécial. C'est au fond, tu passes à côté de la cave, tu traverses au niveau des poubelles et il y a l'escalier de Ouais, service. c'est certains appartements, enfin certains immeubles parisiens. Et jamais, parce que moi, tu vois à quel point je suis con. Hein. Jamais je me suis dit, il doit y avoir un autre escalier quand même. Le Pitch Club d'Alexis Le Rossignol. Alors ouais, il y a aussi une autre partie dans ton humour, c'est quand tu es à vélo. Ouais. Quand tu te filmes en train de rouler à vélo. En fait, souvent, Ta quand chaîne YouTube. quand on fait du vélo, on pense à plein de trucs. Donc toi, t'as décidé de le filmer. C'est-à-dire que ce que tu penses à ce moment-là, tu le parles, t'en parles et tu dis tout ce qui se passe dans la tête. En fait, ça s'est passé de la manière suivante. Quand j'étais à Nantes et que j'étais employé, j'avais 12 minutes de vélo entre chez moi et le bureau. Et en fait, pendant ces 12 minutes-là, je pensais toujours à plein de trucs. J'avais des idées et tout. Et en fait, j'arrivais, je me disais, je vais les noter en rapide. Tu sais, je montais dans l'ascenseur, j'arrivais sur le plateau, il y avait déjà des gens, je parlais à peine, je disais à peine bonjour parce que j'avais mon idée à noter. Je m'asseyais, je me disais, ah merde, j'ai oublié. Très souvent, ça m'est arrivé, et les humoristes connaissent cette frustration d'oublier une blague à laquelle tu viens de penser. Et tu peux être parfois 1 heure à essayer de te souvenir de l'idée que tu as eue. Et je me suis dit, mais pour ne plus oublier ça, je vais m'enregistrer sur un dictaphone. Donc j'ai fait ça. Puis après, je me suis dit, du dictaphone, t'as qu'à faire de la vidéo. Et puis tu mettras ça sur YouTube, tu vois. Et donc je faisais ça, 12 minutes. J'avais mon 12 minutes. Et après, je me faisais, entre midi et 2, un petit montage de 3 minutes. Et je balançais ça sur YouTube. Et je faisais 50 vues, 100 vues. C'était que les collègues. Et puis, mais je m'en fous. Ça marquait le truc, tu vois. Ça me permettait de m'en souvenir. Ouais. Puis ça a créé aussi une façon de travailler. Voilà. Et puis petit à petit, en fait, ça a pas pris des masses, mais ça a pris quand même un petit peu. Et c'est surtout maintenant que les gens les regardent, 3 ans après qu'elles étaient faites, parce qu'ils se disent, putain, c'est quand même un ovni, ce truc-là, cette espèce de podcast à vélo où le mec, il raconte n'importe quoi. Je faisais des débriefs de matchs de foot, je faisais des idées qui me venaient comme ça. Et c'est quelque chose que tu devrais développer à l'avenir, ce concept. Franchement, faudrait que je le fasse plus, parce que les gens me le demandent. C'est surtout une des choses qui m'a permis d'être pris chez France Inter, quoi. Ouais. Parce que en fait, quand on a parlé à France Inter, quand on a donné mon nom à France Inter, ils avaient pas vraiment de matière. Il y avait pas beaucoup de sketchs, j'ai jamais fait Montreux, j'ai jamais fait des trucs comme ça. Et le type, il a dû se mettre sur ma chaîne, il a regardé les roues libres, ça faisait un format chronique de 3-4 minutes, et voilà. D'accord. Donc là, finalement, le vélo peut mener à France Inter. Ben, c'est incroyable, parce qu'en Ouais, plus, ouais. je faisais Ils pas ont été beaucoup de vues à repérés. l'époque. Hein. Ah ouais. Donc c'est qu'ils ont repéré ça. Donc c'est pas mal. Enfin, Bah, pour l'anecdote, c'est intéressant. Ouais. Du coup, Vraiment. maintenant, tu fais plus de vues grâce à France Inter. Ouais. Puis maintenant, je mets des bouts de spectacle, j'essaye de faire un truc qui ramène vers ma chaîne, pour le jour où je ferai plus France Inter, ou si ça s'arrête, ou j'en sais rien, tu vois. D'accord. Alors juste pour terminer, savoir un peu ce qu'on peut te souhaiter pour la suite. Et tes projets là, sur les tes projets. prochains mois. En fait,
artistiquement, j'ai envie d'affirmer encore plus un truc que je suis en train de mettre sur place, qui est l'espèce de fragilité. Moi, ma chronique, elle s'appelait La drôle d'humeur sur France Inter, et en fait, on l'a renommée en la chronique fragile. Parce que souvent je me plante, parfois je bafouille, parfois les invités ils me coupent, Nagui aussi, et ça faisait un espèce de truc qui est pas déplaisant quand tu le fais, mais je sais pas, ça paraît fragile, tu vois. Ouais. Et les gens ça les fait rire ça. Ouais. Et puis sur scène, comme maintenant je fais beaucoup plus d'interactions, etc. et j'accepte de me planter, les gens ils rient avec moi. Ouais. Et ben je trouve que ça forme un tout. Côté Pierre Richard. Peut-être un peu, ouais. Sans vouloir le surjouer. Non, bien sûr, mais le L'assumer côté, plus. oui, le côté hésitant. Un mix de Pierre Richard et de Jean-Yann, quoi. Ouais. Tu vois, un peu Peut-être. Et en fait, tu vois, moi, ce qui me plaît chez Monsieur Fraise, c'est que c'est un personnage complètement assumé, quoi. Tu vois, et je pense que les gens, ils ont, peut-être qu'ils aiment les personnages qui sont assumés et qui sont pas forcément similaires à tout ce qui se fait. Oui. Et je trouve qu'en fait, dans le stand-up, on a quand même aujourd'hui une espèce d'uniformité qui, moi, me pose question parce que j'ai pas le débit de certains. Je suis pas je mitraille pas, etc. Et puis je trouve que à trop vouloir être dans ce registre-là, ce que j'ai fait par erreur parfois, ben je perds de mon naturel. Et mon naturel, ben il est pas celui-là. Et quand tu veux être sincère sur scène, faut être naturel. Et donc là, j'essaie de construire un personnage un peu moyen, tu vois, un Français moyen qui raconte des vannes parce qu'en fait, il en est arrivé là parce qu'il savait rien faire d'autre et qu'en fait, il prend du plaisir sur scène et qu'il essaye de le transmettre aux gens et qui parle de banalité du quotidien, de choses qui nous touchent finalement, sans forcément avoir de grands discours, tout en plaçant quand même des choses mine de rien dans le discours, tu vois. Avec du fond. Ouais. Alors, tu sais, des fois, dans les Blu-ray, il y a un bonus à la fin. On en a parlé avant l'interview, tu m'as dit, Narcos Mexico, ça te rappelait des trucs. Ouais. Donc, est-ce que tu peux en parler quand tu vois la série, ça correspond à la réalité pour toi Je peux te dire un jour. En fait, j'avais un copain qui était un peu fou quand on était en échange universitaire, là. C'était un Québécois. Mais il était fou du genre, un jour, on avait traversé le Mexique en stop, tous les deux. Et il y a quand même 3000 kilomètres pour aller jusqu'à Tijuana, quoi. Ouais, c'est un grand pays, de Mexico, quoi. Ouais. Un peu plus de 3000 bornes. Donc on était parti un bon moment. Il avait dormi tellement près du feu, parce que dans le désert, il fait froid la nuit. C'est le désertique, hein, le Mexique. Ouais. Et en fait, on faisait du stop. Parfois, on était pris sur 400 kilomètres. Puis à un moment donné, le mec, il dit, ben moi, je m'arrête là. Puis il tourne à droite, il y a une ferme au bout d'un chemin. Et toi, t'es là, au milieu du désert, quoi. Il est 18h, c'est un peu dangereux. Tu te dis, bon, on fera du stop demain, mais pas ce soir, quoi. Et il faisait chaud. Sauf que la nuit, il faisait froid. Il avait dormi tellement près du feu que le sac de couchage avait cramé. Non. Mais je te jure. Parce qu'en fait, on avait tellement froid qu'on s'approchait vraiment du feu. Et à un moment donné, donc il avait eu bien chaud, mais pas longtemps, quoi. Et donc, avec lui, on était allé, je me souviens, dans une ville qui s'appelle Ciudad Cuauhtémoc, qui doit être dans l'état de Sonora, il me semble. Ah, je vois où c'est. Un état assez grand. Et en fait, là-bas, on était arrivé de nuit, où la nuit tombait. Et on n'avait pas d'endroit où dormir au début. Puis quand on n'avait pas trop de thunes, qu'on était étudiants et tout, nous, on se disait, on fait un bar jusqu'à 3-4 heures du mat, puis on se réveille, après le jour se lève, et puis on fait une nuit blanche, quoi. Et en fait, l'ambiance dans cette ville, il n'y avait pas une femme dans les rues, que des cow-boys, avec le chapeau, les bottes et tout, mais surtout des narcos, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait des mecs qui avaient des flingues et tout. Et il y avait un seul endroit dans la ville qui était une espèce de taverne avec des entraîneuses, quoi, des stripteaseuses. C'était les seules nanas du bled, quoi. Des filles de joie. Et nous, il y avait un néon, on est arrivé là-dedans. Ça faisait vraiment saloon, quoi. Film des frères Cohen, ou, tu vois. Et donc, ou des frères Dardenne, il y avait une ambiance un peu, quoi. Et à un moment donné, on se fout là. Et puis, ben, les nanas s'approchent de nous, quoi. Et là, j'ai vu dans le regard des mecs qu'on était un peu en train de piquer leur beefsteak, quoi, tu vois. Sans que nous, on fasse quoi que ce soit. Ouais. On n'avait rien demandé. On commandait des bières, les nanas, c'était leur boulot, elles venaient. Et en fait, on s'est regardé et puis on s'est dit, mais faut absolument qu'on dégage maintenant, quoi. Ouais. Parce que c'est des trucs de règlement de compte. Tu te fais buter une nuit à Cuauhtémoc, t'es français, ils t'enterrent dans une fosse commune ou je sais pas où, on te revoit plus jamais. Tes parents, ils le savent 15 jours plus tard, ils savent pas du tout, t'as mis... On était en stop, en plus. Ouais. Tu vois, on était rien, qu'on avait pas de téléphone portable. Ah ouais, donc c'est intraçable. Intraçable, quoi. Et là, je me suis dit, franchement, on est dans un endroit qui est
qui est chaud quand même. Et puis, Ah bah là, l'ambiance. et la chair humaine vaut pas cher, là. Et vraiment, tu sens que c'est palpable. Et quand je revois des scènes de narcos, Ouais. je me dis, mais c'est tellement bien filmé. C'est bien fait, El Chapo. quoi. En fait, moi, j'ai plutôt On y regardé est, El quoi. Chapo. On y est, ouais. El Chapo, qui est Ouais. vraiment super. En mexicain, en plus. Enfin, espagnol Ouais. du Mexique. On y est, quoi. Et la Sierra, ce qu'ils appellent la Sierra, là, qui est tous ces endroits où, en fait, les gens se déplacent, mais on sait pas trop où c'est. Il y a des laboratoires souterrains ou cachés, etc. Mais c'est vrai que c'est un vrai labyrinthe, quoi. Donc tout est crédible. Alors. Bah, tout est crédible, mais tout est vrai. On conseille de regarder. Donc, C'est vrai, quoi. merci en tout cas, Alexis. Merci, Alexis. Pour tous ces digressions sur Digression. C'est dur. Ouais. Et les indiscrétions. Digression. les indiscrétions, Et les les crêpes. digressions, le passage donc des Deux-Sèvres au Mexique en passant par Nantes. En vrai, Et encore, on n'a pas parlé de l'Inde. Ah, on n'a pas parlé de l'Inde, bah ça sera dans le Oula. prochain podcast. Prochain. Il y en a un Avec aussi. plaisir, on va. Ouais, j'ai vécu là-bas pendant 8 mois. Bon, bah, merci en tout cas, Alexis, d'avoir été avec Merci nous. Alexis. Et merci Merci à vous, les gars, super. Merci de nous avoir écoutés. Et puis, prochain rendez-vous pour le prochain épisode du Pitch Club. Merci, Alexis. Merci à vous et Salut. à bientôt. Le Pitch Club.